Tunisie et Kais Saied, on continue d'en parler avec vous. Louis-Simon Boileau, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes chercheur à la Fondation Jean Jaurès. Votre domaine, c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pour cette fondation. Ce vote d'abord en faveur de Kais Saied, on a beaucoup dit que c'était un vote de la jeunesse, c'est vrai? Les sondages de sortie d'urne et qui ont donné vraiment les tendances sociologiques, etc., montrent que 90% des 18-25 ans ont voté Kais Saied. Et on comprend pourquoi. Notamment, et le reportage que vous diffusiez à l'instant le montre très bien, une volonté de probité, une volonté de moralité de la vie publique qui rompt complètement avec l'opposant Nabil Karoui et les soupçons de corruption qui portaient sur lui. Je pense que c'est là vraiment la clé du vote au second tour pour Kais Saied. Alors Kais Saied, c'était un candidat sans parti. Est-ce qu'on a assisté à un mouvement de dégagisme dans ce vote, un ras-le-bol des partis plus installés? Les partis ont fait défaut depuis 2011 et notamment depuis 2014. Il y a eu énormément de scissions, de bagarres internes, de logique intestine. Et je pense que pour une partie des Tunisiens, le sentiment que ces partis en fait, ne représentaient que les intérêts de la classe dirigeante. Que rien n'avait vraiment changé depuis la Révolution, en fait. Que des choses avaient changé, mais en tout cas que ces partis-là n'étaient plus les réceptacles des volontés du peuple. Et là, effectivement, il y a un ressort dégagiste très fort. Le fait même que ce candidat, nos présidents élus, Kais Saied, décide de ne pas présenter lui-même son propre parti à l'Assemblée des représentants du peuple est vraiment la logique ultime de se détacher du système de parti. En apportant son soutien à Kais Saied, le parti islamiste Ennahda aura-t-il son mot à dire? Le parti Ennahda, aujourd'hui, est plus affaibli que jamais. Il était entré dans une stratégie, disons, de survie politique depuis 2013-2014, avec cette alliance déjà un peu contre nature face à son premier opposant. Et aujourd'hui, même s'il est la première force politique au sein de la Chambre, Ennahda devra nécessairement, s'il veut gouverner, passer des accords, et très probablement des accords avec un autre de ses opposants, qui est le parti de Nabil Karoui. Donc là, il y a un jeu très compliqué qui va devoir s'installer entre un soutien affiché à Kais Saied à l'élection présidentielle et potentiellement une alliance politique au Parlement à faire avec Nabil Karoui. Oui, ça va être intéressant à suivre. Kais Saied a un profil conservateur au niveau sociétal. On l'a dit dans le reportage, il est hostile à la dépénalisation de l'homosexualité, à l'égalité homme-femme en matière d'héritage. Quelle place restera-t-il en tout cas à la gauche progressiste tunisienne? La gauche, de manière générale, si tant est qu'on puisse parler de gauche et de droite en Tunisie, en tout cas ceux qui se revendiquent de la gauche, aujourd'hui auront au Parlement quelques représentants et qui ont déjà affirmé être dans l'opposition. Deux groupes parlementaires, celui du Mouvement du Peuple et celui du Courant démocratique. Je pense que la gauche tunisienne vit aujourd'hui et tient depuis 2014 au niveau politique dans la société civile. C'est la société civile, les mouvements associatifs, une partie du mouvement syndical qui permet à ces valeurs de gauche, ces valeurs sociales et démocratiques, de s'exprimer aussi. Et c'est là où il faudra peut-être aller la regarder et voir sa capacité de mobilisation. Comment comprendre justement que ce mouvement progressiste, qui a beaucoup œuvré, notamment durant la Révolution de 2011, elle n'ait pas réussi à transformer l'essai politiquement? Elle a été, elle aussi, prise dans des enjeux internes de tiraillement. Beaucoup de candidats de gauche, des mêmes familles politiques ou de plusieurs familles, en tout cas similaires, se sont présentés aux élections présidentielles en ordre dispersé. Il y a aussi peut-être une lassitude de certaines figures de la gauche qui sont là depuis très longtemps et qui n'ont pas changé leur discours, n'ont pas adapté leur discours aussi aux attentes aujourd'hui et aux attentes notamment de cette jeunesse qui fait le vote aujourd'hui de Kais Saied. Donc il y a très probablement une interrogation profonde à avoir du côté de ces leaders politiques là. Quels seront les vrais pouvoirs du président Kais Saied? La Constitution borne et restreint ses prérogatives présidentielles, notamment et principalement au champ de la politique extérieure et de la politique de défense. La politique nationale sera prise en charge pleinement par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui émanera de la Chambre. Donc il faudra voir la façon dont le président de la République nouvellement élu se saisit de son rôle à l'international pour ou pas changer la façon dont la politique extérieure tunisienne est menée. Et est-ce qu'on peut déjà imaginer quelles seront ces relations avec l'Occident? Je ne pense pas que c'était forcément le candidat préféré des Occidentaux. C'est peut-être pas le candidat préféré des Occidentaux, en tout cas c'est le candidat préféré des Tunisiens. Et donc il a dit déjà dans ses discours qu'il allait rompre avec un certain nombre de pratiques
diplomatique qui avait été menée, ou en tout cas par Rome, mais en tout cas ramener la Tunisie à peut-être une de ses identités premières, qui est quand même une identité nationaliste aussi. La Tunisie a porté le nationalisme arabe dans le monde arabe dans les années 60. Inspiré de ça durant sa campagne. Exactement. Et c'est là-dessus peut-être qui sera le plus innovant par rapport aux décennies précédentes, qui était en fait un continuel rapprochement avec l'Occident notamment, et notamment avec la France. On peut attendre là-dessus peut-être des différences avec ses prédécesseurs. Merci Louis-Simon Boileau pour cette analyse. Merci d'avoir été avec nous. Merci.